C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et d'autant plus que je gère également, votre contrat national de protection juridique par l'intermédiaire de CFDP Assurance. Donc n'hésitez pas, madame Fer vous transmettra mes coordonnées si besoin. Si vous avez des questions après cette visioconférence ou même pendant, n'hésitez pas à me couper et je prendrai plaisir à vous répondre, si j'ai la réponse et sinon je vous enverrai un mail, postérieurement. Donc rapidement, CFDP Assurance. Donc 54 des professionnels ont déjà été confrontés à un litige sur les 3 dernières années. 60 des Français se privent d'un avocat estimant que ce service est trop cher. 3,5 ans, c'est la durée moyenne des affaires traitées au Conseil des prud'hommes ou au tribunal judiciaire. 1,8 des TPE-PME françaises sont développées sont freinées, pardon, dans leur développement par les démarches administratives et juridiques. 65 des Français estiment que la justice fonctionne mal. En général, on a du mal à trouver un interlocuteur pour des questions administratives et juridiques. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à me contacter si besoin par l'intermédiaire de Jacques Laurent ou bien directement. Je vous laisserai mes coordonnées, mon adresse mail à la fin. Donc, privilégiez le téléphone et si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, ce que nous sommes une compagnie d'assurance de protection juridique. Nous ne faisons que ça, hein. Nous ne sommes affiliés à aucune banque, aucune assurance. C'est pour ça que nous sommes un assureur indépendant et spécialisé dans la prévention des risques juridiques et la résolution amiable des différends. Donc, indépendance, on va fêter nos 80 ans cette année. Ancrage juridique fort, donc on a 30 sites répartis dans toute la France. Proximité relationnelle, on a bien sûr une équipe dédiée, comme je vous disais, le SPS est rattaché à moi. Donc, dans tous les cas, vous passez par moi en cas de litige, de questions ou d'informations juridiques. Expertise juridique, je suis docteur en droit, donc voilà. Et tous nos juristes sont titulaires minimum d'un bac+5 en droit. Et distribution intermédiaire, ça, c'est uniquement les modes de distribution d'assurance. C'est pas nous qui vendons, encore une fois, je ne vends rien. Vous passez par des courtiers ou agents généraux. Donc, notre métier, prévenir, apaiser les conflits, résoudre, trouver des solutions amiables et ensuite financer si besoin. Donc, en accompagnement de proximité humain et personnalisé. Aujourd'hui, on a 65% de gestion amiable de nos litiges. Notre mission, donc, restaurer le dialogue lorsque les liens sont rompus et transformer les conflits en accords durables. Je vous passe les chiffres clés et les offres également. Vous n'êtes pas là pour... voilà. Vous avez à disposition, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez un assistant juridique virtuel en ligne, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on l'a nommé Adèle, c'est-à-dire que vous allez sur le site cfdp.fr, vous tapez adèle, et là, vous avez un petit moteur de recherche. Donc, vous mettez votre mot-clé, vous recherchez et nos juristes ont élaboré des fiches pratiques avec les démarches qui sont clairement établies, avec des courriers types. Et vous pouvez même envoyer via cet espace-là des courriers recommandés. C'est-à-dire que vous avez juste à remplir les pans utiles et ensuite, la Poste se charge de publier pour vous en accusé de réception le document. Donc voilà. Contexte actualité, donc le sommet de l'OMS en août 2023, le rapport de l'Ordre national des médecins en juin 2023. Et après, je vais vous parler de l'exercice illégal de la médecine par un médecin, un non-médecin, un professionnel de santé. Et j'ai dressé un petit panorama des préconisations utiles pour que vous ne soyez pas en défaut administratif et juridique. Donc, le premier sommet mondial sur la médecine alternative en Inde en août 2023 avait pour but de renforcer la base de connaissances sur la médecine traditionnelle et encourager les pays membres à les intégrer dans leur système de santé en mettant en œuvre les politiques nationales appropriées.
et en prévoyant un cadre législatif sur les produits de l'exercice de certaines pratiques de médecine conventionnelle, l'OMS souhaite renforcer leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. Donc, le rapport de l'Ordre national des médecins sur les pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives a dressé un état des lieux. Donc, il y a 400 PSNC qui ont été recensés. 80% de la population mondiale a recours à la médecine traditionnelle. 71% des Français a déjà eu recours à une PSNC. 20% des dossiers traités au CNOM concernent les PSNC, soit environ 1700 courriers reçus en 2022. 60% des personnes ayant recours à des PSNC sont atteintes d'un cancer. Et 70% des signalements dans le domaine de la santé concernent les PSNC. Quelques exemples: l'apithérapie, l'aromathérapie, l'auriculothérapie, la kinésiologie, la sylvothérapie, la lithothérapie et l'aptonomie. Donc, on n'a aucun encadrement ni organisme de contrôle. Il relève des risques de dérives thérapeutiques et des dérives sectaires. C'est le rapport de l'Ordre des médecins, hein, ce n'est pas mon avis personnel. Donc, l'exercice illégal de la médecine, donc c'est l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique. L'exercice illégal de la médecine peut être pratiqué par un médecin. Excusez-moi? Non, c'est pas une question. Par un médecin, donc s'il aide des personnes non diplômées à effectuer des actes médicaux, s'il ne remplit pas les conditions de nationalité, même s'il est médecin à l'étranger, s'il n'est pas inscrit à un tableau d'ordre des médecins et s'il a une interdiction temporaire d'exercice après une sanction disciplinaire. Par un non-médecin, diététicien, esthéticien, médecine chinoise, acupuncture. Par un professionnel de santé, donc infirmier, opticien, ostéopathe, chiropracteur, pharmacien, diététicien, esthéticien. Et quelques préconisations. Donc, je vous conseille d'adopter les bons éléments de langage. Le professionnel ne doit pas s'attribuer une fonction médicale qu'il ne possède pas, ne doit pas présenter son activité comme étant thérapeutique. Il doit être clair envers ses clients sur la qualité non conventionnelle du soin. Le professionnel doit soigner sa communication écrite et verbale auprès de ses clients. Il doit rester prudent sur les termes désignant sa formation. Donc, être transparent avec ses clients, connaître les pratiques réservées aux médecins. Premier cas, les préconisations du médecin de médecine naturelle ne doivent pas se transformer en traitement curatif. Deuxième cas, le professionnel de médecine naturelle doit répondre aux exigences françaises de diplôme. Troisième cas, la première erreur du professionnel de médecine naturelle lui est pardonnée, pas la deuxième. Donc là, je vous ai mis mes coordonnées. Petite actualité que je souhaitais partager avec vous puisque je viens de recevoir une proposition de transaction de la part du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en date du 3 janvier 2025. Donc, c'est une association française de médecine non conventionnelle qui a été contrôlée et il leur propose une transaction pénale pour un montant de 2 500 €. C'est une petite association. Et voilà les faits qui sont reprochés parce que je pense que tout un et chacun des professionnels que vous êtes peut être concerné. Puisque le contexte est le suivant, la Direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, dans le cadre de sa mission de protection économique des consommateurs, a mené en 2018, 2020 et 2021 une enquête visant les praticiens dans le secteur du bien-être et des pratiques non conventionnelles. Ces enquêtes ont mis en évidence une méconnaissance générale des obligations d'information du consommateur. Elles ont également permis de constater des pratiques commerciales trompeuses, portant notamment sur des allégations thérapeutiques et l'utilisation d'un lexique connexe à celui de la médecine. La mise en avant de certifications et titres professionnels erronés et mensongers, ou encore des allégations relatives aux qualités et aptitudes du professionnel, de nature à créer le doute dans l'esprit des consommateurs.
Cet ensemble de pratiques constatées chez certains professionnels sont problématiques à plusieurs titres. Elles sont susceptibles de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs sur la finalité médicale de la prestation, ainsi qu'une distorsion de concurrence entre les professionnels exerçant dans le cadre du monopole légal de la médecine et les praticiens exerçant dans le domaine du bien-être et des pratiques non conventionnelles. L'utilisation de termes et expressions en rapport avec la santé et les pathologies, voire la mise en avant d'allégations par certains professionnels non conventionnels de leur capacité à traiter des maladies est susceptible de constituer une perte de chance d'amélioration ou de guérison de personnes malades. Le site du ministère de la Santé et de l'Accès aux soins diffuse sur son site internet une fiche pratique à destination du grand public dénommée les pratiques de soins non conventionnels, médecine complémentaire, alternative et naturelle. Je vous invite vivement à les consulter. Je vous ferai passer peut-être par l'intermédiaire de Madame Fer cette communication que je souhaiterais partager avec vous, suite justement à la proposition de transaction que j'ai reçue là aujourd'hui, parce que je trouve que le procès-verbal est assez significatif finalement des points de contrôle et points de vigilance que vous devez avoir en tant que professionnel, parce que l'infraction souvent relevée se situe dans le code de la consommation, donc pratique commerciale trompeuse sur les caractéristiques essentielles du service et pratique commerciale réputée trompeuse consistant à affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de service est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. Sanctions encourues pour les personnes physiques, en peine principale emprisonnement de 2 ans et amende de 300 000 € d'amende. Pour les peines, vous avez également des peines complémentaires qui sont essentiellement l'interdiction d'exercer. Et pour la personne morale, les peines sont du quintuple de l'amende encourue pour les personnes physiques. Donc 1 500 000 € d'amende au maximum. Également des peines complémentaires. Donc si vous voulez, cette association nationale qui a été contrôlée a été vraiment épluchée de A à Z. Donc la présidente a dû présenter ses bilans, ses rapports d'activité. Elle a dû présenter les flyers également qu'elle avait. Elle a dû présenter ses diplômes. Et la personne qui l'a contrôlée a fait des screens de son site internet. Enfin, vraiment, ils sont allés fouiller de partout. Et je vous avoue que c'est très traumatisant pour une professionnelle, notamment une présidente d'association qui n'est pas en fait habituée à ce genre de choses. Elle a dû revoir l'intégralité de ses flyers, elle a dû revoir l'intégralité de ses diplômes et des formations qu'elle dispensait. Donc, je vous invite vivement à peut-être être vigilant sur l'intégralité des documents qui sont écrits et que vous pouvez diffuser pour développer votre activité professionnelle. Bien les faire valider par le syndicat en amont. Une personne qui demande le secteur d'activité de cette association. Oui, alors c'est l'Association française d'orthobionomie. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que j'ai été claire? Peut-être un peu rapide parce que c'est mon débit de parole qui est, qui est ainsi. Oui, moi, Aline, c'est Pascal Laurenté. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter Pascal parce que je ne vois pas en fait, je ne vois que 4 personnes sur mon écran. Pascal donc est l'intermédiaire d'assurance qui vous assure pour l'intégralité de vos activités, dont la protection juridique. Voilà. Alors, je voulais simplement intervenir effectivement sur cette association qui m'a contacté également, que j'ai suivi et que j'ai aidé Ouais. dans cette histoire, qui n'est pas assurée chez nous. Non.
Par contre, je voulais revenir sur le fait qu'effectivement, les professionnels peuvent être contrôlés, mais également les associations. Mmh. D'accord? Et là, elle a été contrôlée à la fois en tant que présidente de l'association et aussi en tant que professionnelle de son activité. Donc, et étant présidente, elle pouvait également encourir des peines pénales. Donc, il est important également pour les fédérations de bien être assurées en RC professionnel. Et moi, ce que je conseille fortement, c'est la responsabilité civile de mandataire social pour les présidents et les membres du bureau. Voilà, donc ça, c'est la parenthèse que je voulais faire. Je pense que c'est très, très important. Aujourd'hui, ils sont très virulents. Ils contrôlent énormément d'indépendants, mais également de fédérations. Donc, de ce côté-là, il faut que les présidents et les membres du bureau soient couverts sur ces risques-là. Voilà. Donc, les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser à l'oral. Ce sera plus simple. Je vois qu'il y a une question de Katia qui demande si faire signer des reconnaissances d'avis données aux clients serait judicieux ou non pour se préserver d'éventuelles poursuites. Est-ce que vous pouvez, Katia, s'il vous plaît, préciser l'objet de votre demande? Moi, j'aurais une question. Justement, dans une association qui fait du mieux-être ou du bien-être ou de l'accompagnement à des personnes aidantes sur les pathologies de cancer, par exemple, et que nous intervenons en tant que shiatsuki, euh, est-ce que et que cette association, par exemple, serait pas dans les clous comme vous venez le citer, est-ce que nous sommes impactés? En cas de contrôle, oui. Parce qu'ils exercent des contrôles individuels, mais également des contrôles collectifs. Donc, si l'association est contrôlée, ils peuvent bien sûr être amenés à contrôler un membre de l'association ou éventuellement un praticien de façon isolée. Merci. Katia, donc du coup, par rapport à la pratique, comme quoi le client sait qu'il ne s'agit pas de médecine traditionnelle conventionnelle. Le fait de faire signer un client en disant que qu'il est au courant que vous pratiquez une médecine non conventionnelle, ne vous dédouane pas des infractions qui sont constatées par le Code de la consommation et le Code pénal. Donc, ne pas utiliser de termes qui sont vraiment liés à la médecine, par exemple. Justement, est-ce qu'on peut utiliser le terme de médecine, même si on dit que c'est médecine non conventionnelle? Si vous précisez alternative ou non conventionnelle, c'est bon. Ah oui, ok. Alors, si je peux me permettre, le mieux peut-être serait de rester dans les clous et utiliser les termes employés par l'ordre des médecins, ce qui vous causerait moins de difficultés, à savoir de pratique de soins non conventionnels, PSNC. Arnaud G, une question sur le lieu de pratique d'une activité. Doit-il répondre à des critères particuliers en termes d'accessibilité et de sécurité incendie? Bien sûr, Arnaud, il faut bien sûr que vous soyez sur la réglementation applicable aux lieux recevant du public. Ce n'est pas propre à l'activité de shiatsu, mais aux lieux recevant du public. J'ai une question par rapport à ça. Bonjour tout le monde. Moi, j'exerce à mon domicile, j'ai une entrée autonome, enfin extérieure. Je n'ai pas de salle d'attente. Par contre, j'ai 4 marches et la porte d'entrée n'est n'est pas aux normes au niveau de la largeur. Voilà. Et c'est une pièce, il y a des toilettes et c'est une pièce où je reçois. Euh,
je m'étais renseignée en ce qui concerne les ERP. Dans ce cas-là, ça n'est pas considéré comme un ERP. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Ou c'est j'ai un risque d'exercer à mon domicile dans ce cas-là? Est-ce que vous avez un autre lieu dans lequel vous exercez? Non. Vous exercez qu'à votre domicile. Oui. Normalement, vous êtes obligé, en tout cas, d'avoir un lieu accessible. Oui, d'accord. Voilà. Et si dans ce cas-là, je vais à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas, Aucun problème. ça, il suffit de le stipuler? Oui. D'accord. Et donc, dans mon cas, je ne dois pas être la seule, je ne suis pas soumise aux directives aux obligations par rapport aux ERP. On est bien d'accord? Dans la mesure où vous recevez du public, vous êtes quand même soumis aux réglementations applicables. Oui, mais c'est pas vraiment du public puisque c'est des gens qui viennent sur rendez-vous. Ce sont des clients Ouais. Voilà, ou donc des... a priori, on n'est pas dans le cadre des ERP. C'est ce que j'avais eu comme information à l'époque, mais bon, comme ça évolue, je préférais Ça poser la évolue question. très vite, en effet, oui. Ouais, et ça va pas forcément dans le sens, de simplicité, donc je voulais au moins, Tout à fait. voilà. Ouais, d'accord, et d'accord, merci. Et juste pour vous dire qu'en fonction du lieu d'exercice, les préfectures sont plus ou moins, on va dire, strictes par rapport aux règles ERP et aux règles de sécurité et Alors, d'incendie. ouais, si je peux intervenir, alors je ne pense pas que c'est échangé. Ils font la différence. Il faut différencier l'activité dans son domicile, c'est-à-dire qu'on utilise ses pièces personnelles, le salon, par exemple, pour salle d'attente, un bureau pour la salle de consultation. Donc ça, c'est pas considéré comme un ERP. La porte d'entrée classique, c'est la porte pour tout le monde. Donc ça, c'est pas considéré comme un ERP. Dans la mesure où vous créez dans vos logements un espace dédié à votre activité, là, c'est considéré comme un ERP. Voilà, la nuance, elle est liée à ça. Ouais, alors merci pour cette précision. Donc je suis en plein dedans, donc je peux réagir un peu à chaud par rapport à ce que vous dites. Donc c'est effectivement la position de la sous-commission accessibilité qui ne considère pas que l'utilisation d'une pièce privative nécessite de passer par une demande en fait de RP. En revanche, la sous-commission sécurité en fait l'exige. Mmh. Et ils dépendent de la même préfecture. Et ils Mmh. ont des approches très différentes par rapport à ça. Moi, je vous donne l'approche d'un assureur, hein. Donc, nous, en termes d'assurance, on ne va pas assurer de la même manière un local professionnel et un lieu d'habitation qui reçoit du... Oui, j'ai bien compris. J'aimerais bien que Voilà. la préfecture aille aussi en fait dans ce sens, hein, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, j'ai un accord total de la sous-commission accessibilité et une recommandation un peu délirante de la sous-commission sécurité pour pouvoir recevoir en fait du public dans une pièce privative hein, que je vais mettre à disposition quelques jours en fait dans l'année, quoi. Alors, Ouais. peut-être qu'il faut leur dire que que ce ne sont pas du public que vous recevez, mais des clients qui ont un rendez-vous. Donc, Alors, dans ce D'accord. cadre-là, en fait, ma demande, c'était la mise en place en fait, de programmes de formation. Donc, c'était déconnecté du shiatsu. d'accord. Parce que après, moi j'ai le cas avec mon cabinet. En fait, la commission des pompiers nous ont précisé que dans la mesure où c'est des gens qui venaient sur rendez-vous, ce n'était pas considéré comme du public qui marche dans la rue et qui sont susceptibles de rentrer dans votre magasin ou dans votre lieu de travail, de pratique. Donc, c'est des gens qui sont convoqués quelque part pour une séance. Oui, mais ça ne change rien. Vous Ça ne êtes quand change même... pas le problème, oui. Mmh. Non, non, ça ne change rien du tout. Si c'est une pièce dédiée à cette activité-là, vous êtes considéré comme ERP. Alors, les règles, elles sont moins importantes, mais il y a quand même des règles de sécurité à respecter.
Alors, et sur la sécurité, oui. Après, sur le d'accessibilité. principe d'accessibilité et tout ça, c'est en fonction des préfectures que ça se décide, quoi. Tout à fait. Mm. Je continue à poser une question suite à ce que vous venez de dire. Ça laisse pas perplexe, mais compte tenu, bon, moi je suis en micro, enfin voilà, comme pas mal, je pense. Euh, Compte tenu de ce qui est en train de se mettre en place au niveau des 25 000 € de chiffre d'affaires et de la TVA, si on est assujetti à la TVA, on ne peut de toute façon pas déduire nos frais. On reste toujours dans ce format. Oui, Donc, si on doit faire des frais de, entre guillemets, ERP ou mise aux normes, je dirais que c'est presque même pas la peine de continuer. Avec ce statut, en tout cas. Est-ce qu'il y a un statut qui permettrait de déduire les frais sans avoir à payer le RSI comme une entreprise énorme, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou très peu? Est-ce qu'on a pas un échappatoire, mais une solution pour vivre de notre activité sans être étranglé financièrement? Mais votre question, elle est liée à l'accessibilité ou elle est liée avec... Les deux, parce que là, en l'occurrence, L'accessibilité, on y a répondu tout à l'heure. Si oui, effectivement vous allez à domicile, en cas de contrôle, il suffira oui, de dire que vous allez à domicile. voilà. Et puis voilà, donc ça règle le problème. Moi, dans ce cas-là, je vais faire comme ça. Voilà, c'est le mieux, c'est le mieux. Et puis c'est vrai, donc Oui, oui, bon, oui. il n'y a pas Et, de problème de ce côté-là. mm, Après, il faut faire en sorte que votre local professionnel soit bien assuré, même si c'est qu'une pièce, et là, vous êtes tranquille. Après, le problème de la micro-entreprise, c'est un peu plus complexe parce que ça va dépendre du chiffre d'affaires. Pour voir si c'est plus intéressant, il faut avoir un chiffre d'affaires pour pouvoir calculer. Il faut savoir qu'en micro-entreprise, vous avez déjà un abattement, hein, qui est déjà appliqué à votre chiffre d'affaires, qui vous est de 30% d'abattement du chiffre d'affaires. Donc, vous déduisez les 30% et ensuite, vous payez les charges dessus. Par contre, vous ne pouvez pas déduire les autres charges et non, parce que vous avez déjà un abattement de 30%. oui, bien sûr. Donc, tout va dépendre de votre chiffre d'affaires. Mm. Si votre chiffre d'affaires il est important et que vous payez beaucoup de charges, eh ben, à ce moment-là, il faudra bien réfléchir à passer en profession libérale ou en EI, travailleur non salarié, avec un autre régime, pour pouvoir déduire vos charges. Mm. Mais bon, voilà, tout ça, c'est un calcul que vous pouvez faire. Bon, voilà. On a avec Amavi, hein, vous savez que, peut-être que vous ne savez pas encore, mais avec Amavi, on a un service, hein, qui est dédié justement à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions C'est ce que je vais faire. de ce type-là, vous nous contactez. Alors, c'est moi qui suis chargé de traiter ces dossiers-là. Vous appelez Amavi et puis vous posez la question et moi, je vous rappelle. D'accord. Donc, vous êtes monsieur Laurent, c'est ça? Oui, tout à fait. Laurent, d'accord. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter sur Oui, je vais le faire. D'accord. Merci. couverture en protection sociale, URSSAF, etc. Mm. Voilà, on a l'habitude, donc on peut vous accompagner. D'accord. Merci. Je vous en prie. Pascal Chevalier. La plaquette du SPS présentant le shiatsu et ses domaines d'application est-elle toujours dans le respect des règles? Dans ce cas, on peut toujours s'en inspirer pour présenter le shiatsu. Alors, il me semble qu'on avait déjà contrôlé cela avec Pascal Laurenté. Si elle n'a pas changé, oui, on avait déjà jeté un œil. Voilà. Et Et si il me elle semblait qu'elle a était changé, conforme. il faudrait nous la renvoyer, qu'on puisse exercer un contrôle également, si ça a changé. Oui. Non, ça n'a pas Ça changé. n'a pas changé, donc il n'y a pas de souci. Donc, elle est conforme Il y a pas de aux problème. règles applicables. Il y a un code de déontologie qui est très complet avec les Ouais. mots à éviter et les Oui, mots à substituer qu'il faut utiliser puisque ça a été fait dans ce sens.
Absolument. il est accessible, il est sur le site. Donc, tous les adhérents peuvent le consulter, en fait, le télécharger. Ouais. Donc, ça répondait un petit peu à la question de Sophie Potier qui demandait des recommandations de termes interdits et ceux préconisés. Jean-Marc, est-ce qu'un local associatif qui ne reçoit que les membres de l'association est soumis à l'ERP? Eh bien, oui, Absolument. puisque vous êtes sujette à recevoir des gens. Et donc, si je fais une réunion de famille, je dois être un ERP aussi. Non, c'est privé. Non, c'est privé. Et si la personne a un rendez-vous, c'est pas considéré comme du privé? Non, parce que vous touchez à des honoraires. Ok. Il y a d'autres questions? Sûrement plein de questions. Ah non, il n'y a pas d'autres questions. Tout a été clair. De toute façon, je vous ferai passer le PowerPoint pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez le diffuser. Et puis, peut-être, Pascal, remettre tes coordonnées avec les différents services d'Amavi. Oui. Mais bon, je pense que le SPS a l'ensemble des informations déjà, mais effectivement, on pourra les transmettre. Piqûre de rappel. Oui, pas de problème. Oui. Et puis, la communication aussi sur Ah, sur l'association. En oui, tout cas, sur les points de vigilance qu'il faut soulever. absolument. Je vais de toute façon sur Amavi et sur les réseaux, donc sur le Facebook et sur différents réseaux, on va communiquer là-dessus là, dans les prochains jours. Donc je vous invite à aller. Vous avez un document? Oui, je vous le communiquerai. Je l'ai pas fait, il faut que je le finalise encore. D'accord, comme ça je pourrais l'envoyer aux adhérents. Absolument. Dès qu'il sera finalisé, je vous enverrai ça. D'accord. Très bien. J'ai de nouveau une question concernant. Attendez, je crois que je l'ai avalée. Ah si, en cas de contrôle, que ce soit la DGCCRF ou les impôts, le contrôle se fait sur combien d'années? 3 ans? Enfin, la présence actuelle, enfin, la situation actuelle, au niveau tout ce qui concerne la concurrence, ou pas la concurrence, mais attendez, ce qu'on a comme Répression des communication. fraudes. Pardon? Sur la répression des fraudes, vous parlez? Oui, voilà, répression des fraudes. Hmm. Ça, c'est sur ce qu'on fait dans le présent, on est C'est d'accord, ça, c'est dans l'immédiat, oui. dans l'immédiat. Hmm. Et après, ça, c'est autre chose, c'est les impôts ou l'URSSAF, je ne sais pas. Est-ce que c'est sur 3 ans ou ça a changé? 3 ans. Ouais. Toujours 3 ans. 3 ans, ouais. Hmm. D'accord. Et petite question, est-ce qu'on doit conserver l'agenda des rendez-vous? Oui, Oui, D'accord. Entendu. Merci. Et Par quand on a un agenda en ligne, oui. et quand on a un agenda en ligne, Vous pouvez sauvegarder votre vous agenda en avez une ligne. sauvegarde, ouais. d'accord, merci, je savais pas. C'est. Là, je vois une personne qui demande le PowerPoint. Oui, Que pour les adhérents, il sera placé dans l'espace membre. Donc, tous les adhérents pourront avoir accès à la vidéo et aux documents.
Bon, par contre, pour les autres personnes qui ne sont pas adhérentes, il faudra m'envoyer un mail hein, pour que je puisse transmettre le document. Oui, Mireille, vous pourrez nous faire passer votre mail? Oui, je le mets sur... Soit sur le chat, soit oui, enfin, par un autre moyen. Donc, mince. Voilà, je vous ai mis l'adresse mail. merci. Donc, y a-t-il d'autres questions? C'est le moment. Donc, on va peut-être s'arrêter là si il n'y a personne, il n'y a pas d'autres questions. Et donc, vous pourrez envoyer vos questions éventuelles à Aline, Mhm. adresse mail ou au numéro de téléphone. Enfin, voilà. J'ai également mis mes coordonnées hein, sur le chat, donc si vous voulez, D'accord. ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas. Ok. Donc, on va donc s'arrêter là et puis je vous remercie, Aline, et puis je remercie également Pascal Laurenté, Merci à vous. intervenu. Donc, nous, pour les jeudis du SPS, on va se retrouver le 24 avril sur un autre sujet. Ce sera l'hypnose, cette fois-ci. Donc, un tout autre sujet. Merci, au revoir. Donc, merci à tous et puis Excusez-moi, bonne soirée. excusez-moi, j'ai une question à l'instant Oui, qui vient de me traverser d'accord. l'esprit. Compte tenu des différentes pratiques plus ou moins en ligne de mire par la Mivilude, je m'étais renseignée, j'avais vu plusieurs sites de praticiens, enfin de spécialistes en shiatsu ou praticiens, et dedans, il y en a qui font du reiki ou des choses comme ça. Est-ce que ça ne nous discrédite pas? Je sais qu'aux États-Unis, c'est rouge, c'est vraiment en ligne de mire comme pratique. Et donc, quelle est la position du SPS et au niveau de notre enfin, du La service position du SPS, c'est de séparer en fait le shiatsu sur Ouais, le site, que ouais, le shiatsu et le reiki ou toute autre activité qui est dans la ligne de mire de la Mivilude ouais. soit bien séparée C'est pas le cas. de l'activité shiatsu. Ouais. Et pour beaucoup, c'est pas le cas. Et ils sont sur Resalib, tout est mélangé en fait. Et enfin, à mon avis, ça peut nous porter tort. Oui. Et au niveau des assurances, Au niveau des assurances, nous, il n'y a pas de problème. Je veux dire qu'aujourd'hui, de toute façon, ce sont des activités qui sont non réglementées. Donc, dans la mesure où ils sont non réglementés et que vous avez une assurance qui prend en charge ce genre d'activité, vous serez assuré. Voilà. Il faut savoir une chose, que vous êtes assuré pour la pratique. Maintenant, si vous êtes condamné pour pratique illégale de la médecine, c'est autre chose. C'est que vous n'avez pas respecté tout ce que Aline a pu développer pendant cette conférence. Voilà. Donc, et là-dessus, par contre, vous n'êtes pas assuré en RC. D'accord? Par contre, il y aura toujours une protection juridique. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous vous assurez pour votre activité, d'y associer une protection juridique.
C'est fondamental, surtout sur des activités non réglementées, que ce soit le shiatsu ou le reiki ou toute autre activité. Ma question, bon, je suis pas concernée par le Reiki, mais ça me gêne, surtout qu'il y avait par rapport à la déontologie et tous les termes à éviter et à ne pas mélanger, justement. Euh, je pense que ça porte vraiment, quelle que soit la question d'assurance, euh, est-ce qu'on peut se permettre de mélanger les genres, sachant que la Mivilude euh, enfin, considère le Reiki comme étant quelque chose de très différent du shiatsu. On a fait le ménage, en fait, entre guillemets, hein, et on a perdu des adhérents à cause de ça. Mhm. Mais on en a beaucoup parlé et après, on ne peut pas imposer non plus. Déjà, on a une politique, c'est la séparation, Mhm. une demande en tout cas, c'est la séparation des activités. Mais après,